Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous voyez un petit sondage apparaître pour savoir un peu votre profil. On peut prendre le temps d'y répondre. Merci. En tout cas, on est encore très ravis de vous accueillir encore une fois pour ce troisième et dernier atelier de formation pour réussir son projet organisé par l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre de son concours Innovons aujourd'hui, créons l'avenir. L'atelier s'adresse à tous les jeunes de l'espace francophone qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences pour concrétiser leurs projets. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment des plus pertinents, soit comment financer son projet. Je me présente, Catherine Boucher, attachée de programme à l'Unité jeunesse, sport et citoyenneté de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Thomas Ghislain, qui vous salue. Nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous une experte de grande qualité, Amandine Pinto, qui partagera son expertise vraiment sur ce thème très, très pertinent dans quelques secondes. J'ai quelques petits rappels et informations pratiques à vous partager avant qu'on débute. Vous êtes très nombreux, donc on vous remercie pour votre patience. Euh, on vous invite à poser vos questions avec bienveillance et respect dans le chat, mais surtout dans la partie questions-réponses. Je pense que c'est pertinent là, de mentionner que ça ne sera pas possible de répondre à toutes vos questions en direct, mais on fait vraiment notre possible pour répondre aux questions, à les regrouper ensemble, que vous ayez le plus de réponses possible. Mais sachez que tous les supports de formation vous seront transmis à l'issue de l'atelier et les replays sont disponibles sur Facebook et sur YouTube. On mettra les liens dans le chat. Les deux premiers ateliers, ceux du 16 et du 17 décembre dernier, sont déjà disponibles. Et puis, dernière petite information, malheureusement, l'OIF ne donne pas d'attestation pour ce genre d'événement. On a vu qu'on nous posait souvent la question, mais pour ce type d'atelier en ligne, on n'offre pas d'attestation. Mais voilà, tout est dit. Je vous remercie pour votre participation, votre engagement. On sent beaucoup d'engouement pour cet atelier. Donc, je vous souhaite une belle session avec Amandine. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, du moins bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux sur cette dernière session qui concerne le financement. Pour les autres qui sont là depuis le début ou depuis hier, bienvenue. Aujourd'hui aussi, je vais essayer de garder pas mal de temps pour les questions parce que je sais que le financement est un sujet qui vous intéresse grandement. Et puis, sans plus tarder, on va commencer. Et comme d'habitude, pour les questions, vous pouvez les mettre tout le long de la formation. Vous pouvez les mettre dans la partie questions et réponses, pas dans le chat parce que du coup, dans le chat, c'est plutôt pour garder pour les conversations classiques. Et puis, je pense que je vais regarder toutes les questions à la fin de la session. Je vous remercie. Je pense que tout le monde voit mon écran. Pour le sujet d'aujourd'hui, la finance au cœur de votre projet. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Amandine Pinto. Je suis martiniquaise. Je me suis spécialisée sur tout ce qui est entrepreneuriat, innovation et numérique
en Afrique francophone, notamment en Afrique de l'Ouest et entre la Caraïbe aussi depuis bientôt 8 ans maintenant. J'ai un parcours d'entrepreneuse dans différents secteurs, que ce soit dans les finances et dans la tech sur le continent africain. Je me suis aussi essayée à la mode design en créant ma marque de bijoux et je suis à l'initiative de diverses associations qui ont toujours à cœur un seul sujet qui me tient à cœur, qui est la croissance économique. Voilà, que ce soit au Sénégal ou aux Antilles ou des initiatives entre la Caraïbe et l'Afrique. Et dans la vie de tous les jours, je travaille avec des institutions internationales, des organisations publiques, des incubateurs et je suis au service de design de programmes ou de création de projets ou de formation pour les entrepreneurs du continent africain, notamment sur la partie francophone. Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler financement. Alors souvent, quand on rentre dans le financement, on parle tout de suite de comment lever de l'argent, comment rencontrer des investisseurs, comment avoir un prêt bancaire, comment financer tout de suite son projet. Et la plupart d'entre vous, bah, vous êtes à l'étape d'idéation. Donc l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de revenir sur une base. Donc lors du premier atelier, j'avais abordé la construction du business model lorsque j'avais parlé du business model Canva. Donc je fais la différence parce que souvent la question revient souvent. Le business model Canva, il s'agit d'un tableau avec différentes questions où vous pouvez notamment définir quelle est la problématique à laquelle vous voulez répondre, quelle est la solution, quelle est la valeur ajoutée de votre produit, comment vous interagissez avec vos clients, quelle est votre structure de coût, qui sont vos partenaires stratégiques et quel est votre business model. Donc l'idée aujourd'hui, c'est juste de reparler rapidement du business model. Comme ça, si vous avez des questions, on pourra en parler et puis aussi vous donner des exemples de business model en fonction de votre secteur. D'ailleurs, je pourrais peut-être prendre des petits exemples par rapport à vos propres business. Je sais que vous êtes beaucoup, donc je ne pourrais pas prendre beaucoup d'exemples pour essayer de voir les business models les plus adaptés s'il s'agit qu'ils soient complexes ou plus simples. Alors, c'est parti. Alors, construire un business model pour notamment passer à l'échelle, mais construire un business model pour trouver comment on gagne de l'argent avant de vouloir lever des fonds. Donc, le business model, qu'est-ce que c'est? Le business model, c'est le modèle économique qui est l'élément clé d'un business plan. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer un investisseur, un entrepreneur ou que vous serez amené à faire des pitch elevators, je rappelle qu'est-ce qu'un pitch elevator? Un pitch elevator, c'est un petit discours de 30 secondes à 3 minutes où vous devez rapidement décrire qu'est-ce que votre entreprise. L'idée, c'est de pouvoir dire comment vous gagnez de l'argent. Donc, par exemple, dans l'exemple qu'on a vu les jours précédents, notamment à l'atelier 1, j'avais parlé de l'exemple de Airbnb. Airbnb, leur business model, il est simple. À chaque fois que vous demandez à Airbnb quel est leur business model, ils répondent, nous prenons 8% de frais de transaction nous prenons 8% de frais sur chaque transaction qui est passée sur notre plateforme. Donc, à chaque fois que quelqu'un clique sur la plateforme Airbnb pour réserver un logement, eh bien, Airbnb prend 8% du prix total de la commande. Donc, l'idée, c'est de pouvoir définir chez vous rapidement comment vous voulez gagner de l'argent. Et des fois, il peut y avoir plusieurs business models dans une entreprise. Donc, comment construire votre business model? Premièrement, il faut pouvoir savoir qu'est-ce que vous comptez vendre et pourquoi. Est-ce que vous allez vendre un produit? Est-ce que vous allez vendre un service? Est-ce que vous allez vendre une expérience? Et quelle est la proposition de valeur de ce produit? J'avais pris un exemple, par exemple. J'avais pris un exemple, du moins. C'était celui de la FinTech, donc finance et tech sur le continent africain. Donc, il s'agit d'une entreprise qui propose à des entrepreneurs qui ont des sites d'e-commerce une solution digitale qui leur permet d'accepter d'autres moyens de solution que le paiement par carte bancaire qui est le plus courant sur les plateformes d'e-commerce. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux e-commerçants africains de pouvoir accepter le paiement par mobile money, par exemple. Donc là, je sais que je vais vendre une solution numérique à un commerçant.
Donc là, je peux me dire, ben, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour lui ou pour moi? Est-ce que je vais lui proposer un abonnement? Est-ce que je vais lui proposer d'appliquer un pourcentage à chaque transaction qu'il va faire? Et puis à la fin de l'année, le nombre de transactions qu'il a fait en mobile money, je prends un pourcentage de 3% et il me verse eh bien, ce qu'il doit payer pour mon service. Est-ce que finalement, je le fais acheter une licence qu'il va payer pour 5 ans et tous les 5 ans, il renouvelle? Donc voilà, déjà, là, quand je sais que j'ai un produit digital pour un entrepreneur, je sais déjà qu'il y a différents types de business model qui viennent à moi. Ensuite, dans la construction du business model vient la question de à qui? À qui on va vendre? Est-ce qu'on va vendre à une institution? Est-ce qu'on va vendre à un client lambda, donc un consommateur? Est-ce qu'on va vendre à une entreprise? Est-ce que c'est une PME? Est-ce que c'est une TPE? Est-ce que c'est une grosse entreprise? Est-ce que c'est une moyenne entreprise? Est-ce que ce sont des auto-entrepreneurs? Donc ça reste des particuliers, mais des personnes qui ont quand même des entreprises. Et ça aussi, c'est important parce qu'en fonction de votre public, vous allez devoir vous adapter. Par exemple, si vous travaillez avec une institution, le business model ne sera pas forcément le même. L'institution va peut-être fonctionner sur appel à projet, sur contrat signé, sur partenariat, sur plusieurs années. C'est des sommes qui vont peut-être être débloquées en plusieurs fois. Si vous travaillez avec un particulier, il peut être acheteur ponctuel, il peut être consommateur d'un abonnement en fonction de ce que vous vendez. Si c'est une entreprise, ce sera peut-être différent. Ils vont peut-être acheter des licences sur une année entière. La fréquence d'achat sera aussi différente. Donc, la personne à qui vous vendez, votre client type, finalement, définit aussi beaucoup votre business model. Aussi, c'est aussi important de savoir avec quels moyens ou quelles ressources, quelles sont vos ressources clés et quels sont vos partenaires. Cela aussi permet de définir votre business model puisque la prise en compte de vos partenaires, de vos ressources clés qu'il y a dans votre entreprise vont avoir un impact sur la pertinence de la façon dont vous gagnez de l'argent. Ensuite, il y a aussi comment procédez-vous? Donc les relations clients et canaux. Donc ça, j'en avais parlé notamment lors du business model Canva. Il s'agit vraiment là de pouvoir déterminer où est-ce que vous serez le plus actif. Par exemple, si vous avez un site d'e-commerce, votre relation client, elle sera essentiellement en ligne. Donc si vous avez des relations avec vos clients uniquement en ligne ou via un site internet, le business model que vous allez appliquer sera complètement différent de si vous avez une relation avec vos clients qui peut être en ligne et sur place ou uniquement sur place ou occasionnel à l'occasion de marché ou de foire, peu importe ce que vous vendez. Puisque, par exemple, sur internet, vous savez que vous pouvez appliquer, des prélèvements automatiques. Vous savez que vous pouvez gagner, des personnes qui vont être abonnées à votre solution ou à votre produit. Ou ça peut être des personnes qui payent en une fois via leur carte bancaire ou autre. Donc voilà, le canal, pardon, que vous allez utiliser, va aussi impacter sur la construction de votre business model. Et aussi, ce qui est très important, à quel prix? À quel prix vous allez vendre en fonction de votre produit, en fonction des ressources clés, en fonction de vos partenariats, en fonction de vos charges, en fonction de la valeur que vous créez, en fonction de ce qui se fait sur le marché, en fonction de vos compétiteurs, pardon. Il faudra pouvoir déterminer le prix de votre produit ou de votre service. J'ai pris le temps d'ailleurs pour le business model de vous rafraîchir la mémoire pour certains, ou vous parler de nouveaux business models pour d'autres. Donc il s'agit de vous parler de 3 types de business models qui sont les plus récurrents et il peut exister différents types de business models en fonction de l'entreprise que vous avez selon, ce qui est le plus adapté. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'un des business models s'appelle le business model en B2C. B pour business, C pour consumer, donc d'entreprise à particulier. Donc, il s'agit de vendre un produit ou un service de l'entreprise à un consommateur. Donc là, ça veut dire que vous avez affaire à des personnes lambda. Donc ça peut être votre objectif peut être soit de vendre en volume à beaucoup de personnes, soit de vendre très cher à très peu de personnes en fonction de votre cible. Et c'est là que quand vous vous adressez à des particuliers, que vous allez voir à quel point
L'importance du persona, de la clientèle cible dont on a parlé à l'atelier 1 est nécessaire pour pouvoir déterminer votre produit. Je reprends un exemple. Lors du premier atelier, j'avais dit que j'ai essayé de lancer une marque de bijoux premium, colorée, abstraite, qui représentait des paysages de l'Afrique et de la Caraïbe. Eh bien, quand j'ai fait ce produit et que j'ai pensé à son business model, je me suis dit, eh bien, ce sera des clients essentiellement particuliers. Donc, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai redéfini ma cible. Donc, comme je l'avais dit, des femmes entre 25 et 55 ans, cadres qui avaient des positions de visibilité et d'autorité dans leur entreprise et qui aimeraient porter des bijoux colorés qui permettraient de montrer une partie de leur personnalité, mais tout en étant élégants et en ayant des matériaux corrects, mais qui ne seraient pas de luxe pour avoir un prix premium. Donc, à partir de toutes ces informations sur ma cible, j'ai pu savoir que j'allais avoir une clientèle en B2C, donc essentiellement des particuliers, mais toutes ces infos m'ont aussi permis de pouvoir déterminer le prix auquel mes bijoux seraient vendus, ainsi que l'analyse du marché et aussi les prix que pratiquaient mes concurrents. Maintenant, on va passer au B2B. Le B2B, il s'agit de vendre un produit ou un service à une entreprise. Donc, là, ça veut dire que vous changez complètement de cible. Vous ne vous adressez pas à une personne, ça veut dire que vous avez un produit bien spécifique qui correspond aux besoins d'une entreprise. Ça, c'était mon cas sur ma première société. Donc, quand j'ai lancé ma première start-up sur la mise en relation entre entrepreneurs et investisseurs, les clients, c'était les fonds d'investissement et aussi les startups. Donc, toutes les startups sont par définition des entreprises, puisqu'on était en train de parler avec des entreprises qui étaient déjà immatriculées et qui avaient déjà du revenu pour être prêtes à lever des fonds. À ce moment-là, on essaye aussi d'adapter ses prix, parce que le fait que mon entreprise soit une start-up, c'est pas les mêmes prix ou la même capacité de réflexion que si mon entreprise est une grande boîte de plus de 60 salariés avec 10 ans d'existence et un chiffre d'affaires récurrent. Donc, on adapte son prix aussi par rapport à la capacité d'achat de notre client. Et voilà, donc dans le B2B, il faut faire attention que vous ayez une start-up, un entrepreneur individuel, une entreprise moyenne, une grande entreprise ou alors un grand groupe, tout simplement. Ensuite, vous avez l'abonnement. L'abonnement, c'est quelque chose qui peut s'appliquer, que ce soit dans le B2B, que ce soit dans le B2C, qui permet de mettre en place un revenu récurrent. Donc, je prends un exemple. Pour ma première entreprise de mise en relation entre start-up et fonds d'investissement, mon business model, c'était l'abonnement. C'est-à-dire que c'était du B2B via l'abonnement, puisque les entreprises et les fonds d'investissement payaient un abonnement mensuel pour pouvoir être sur la plateforme, les fonds d'investissement pour recevoir des deals d'entreprises qualifiées qui rentreraient dans leur portefeuille, et les entreprises restaient sur la plateforme et payaient un abonnement pour avoir des conseils, pour que leur pitch deck soit relu, leur business plan soit relu, et que finalement, elles puissent décrocher des fonds. Aussi, j'avais mis comme exemple la revalorisation des ressources. Alors, c'est quelque chose que j'avais utilisé dans un cadre spécifique, mais je vais le dire quand même, parce qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont des projets agricoles. Et justement, j'avais eu à accompagner une personne qui avait une entreprise agroalimentaire qui faisait de la nourriture pour bébés avec des produits caribéens, des pots pour bébés avec des produits caribéens. Et justement, on avait vu que c'est vrai qu'elle vendait des pots à base d'ananas, à base de mangue, à base de pommes d'eau, qui sont des fruits qu'on retrouve sur les terres des Antilles. Et
on s'est rendu compte que il y avait une seconde vie en fait, qu'on pouvait faire du recyclage de ces déchets, que l'ananas qu'elle mettait dans ses compotes, eh bien, que la peau d'ananas peut servir de cuir par exemple, que les restes qui lui restaient de la goyave une fois qu'elle avait fait les compotes pour bébé, elle pouvait les redistribuer à des pâtisseries, à des industriels qui allaient en faire des confitures ou alors des yaourts. Et donc, en fait, aussi, finalement, elle avait un business model en B2C, donc elle vendait ses pots à des particuliers en magasin, en pharmacie, en supermarché, mais aussi, elle avait cette possibilité de travailler avec des professionnels, notamment de la restauration ou de la maroquinerie, à qui elle pourrait vendre les déchets agroalimentaires de ses productions pour qu'ils soient revalorisés. Aussi, j'avais présenté à une société agricole qui notamment faisait de la production de bétail, de poules et aussi qui avait des champs de légumes et de salades, de pouvoir rendre vivante son espace d'agriculture et justement de pouvoir monétiser le tourisme durable en faisant en sorte que les gens puissent aussi venir sur ces terrains, visiter sa ferme, qu'elle explique les procédés, les transformations et pourquoi pas qu'elle fasse de la formation. Donc en fait, des fois, sur un service, un produit, donc là c'est très spécifique, je parle d'agroalimentaire, j'avais pu voir qu'on pouvait faire dévier, dériver, si je puis dire, plusieurs business model. Et là, en espèce, on avait la revalorisation des ressources. Et pour l'autre personne qui avait justement son champ d'élevage de bétail et aussi ses champs de salade et de légumes, eh bien, sur cette personne, on avait la capacité qu'elle ait un business model en B2B, puisqu'elle vendait ses fruits et légumes essentiellement au supermarché, aux grandes surfaces, ainsi que les bétails essentiellement au boucher. Donc, elle vend essentiellement aux entreprises. Eh bien, avec la partie revalorisation, notamment de son activité et de la ferme, eh bien, on pouvait aussi accueillir des particuliers. Et donc, cette partie-là, c'était finalement une offre de loisirs ouverte aux particuliers. Peut-être que je peux regarder s'il y a quelques questions, sait-on jamais, puisque là, je passe directement sur la levée de fonds. Kajata Mangane. Bonjour, comment pouvez-vous aider les habitants ruraux à faire leur propre entreprise, surtout l'entrepreneuriat moderne, le e-commerce? Alors, je ne sais pas à qui est adressée la question, si c'est à moi ou si c'est à l'OIF, mais si c'est à l'OIF, je pense qu'ils pourront répondre tout à l'heure, ou alors vous pouvez aussi regarder les différents programmes qu'il y a sur l'OIF qui pourraient concerner ce type d'aide et d'entrepreneuriat. Ensuite, je vais passer à la question de Raphaël Brouira. Quelle est la différence entre le business model et le business plan? C'est très intéressant. Comme je dis, le business model, c'est tout simplement la façon dont vous gagnez de l'argent. Alors, le côté business model en anglais, je pense, est très perturbateur. Donc, business model, si vous voulez le traduire en français, ça veut dire votre modèle de revenu. Business model égale modèle de revenu égale comment je gagne de l'argent. Le business plan, il s'agit d'un document où vous allez présenter justement votre problématique, vos solutions, votre stratégie, vos dépenses actuelles, vos dépenses prévisionnelles, le coût de vos services et puis les sommes que vous espérez faire, donc votre prévisionnel financier sur les 3 à 5 prochaines années. Donc le business model, c'est comment vous gagnez de l'argent, modèle de revenu en français, et le business plan, c'est un document qui présente votre entreprise actuelle et vos prévisions futures, notamment dans le cadre d'une levée de fonds avec des investisseurs ou alors d'un dossier de prêt à la banque. Michel Merveille Sebouyangué, y a-t-il un modèle? Ok, c'est la même question, pardon. Alors, je ne vais pas répondre à toutes les questions maintenant, sauf si c'est sur le business model. Bonjour madame, comment peut-on élaborer un business plan pour une organisation à but non lucratif? Le business plan pour une organisation à but non lucratif ou pour une entreprise est sensiblement le même, où vous écrivez justement quelle est votre activité, qui sont les bénéficiaires, comment l'activité va se financer. Est-ce que vous voulez plutôt des subventions?
Est-ce que vous avez prévu d'avoir des cotisations de vos adhérents ou autres? Vous pouvez mettre aussi les dépenses que vous aurez, même si c'est une organisation à but non lucratif, des fois il y a des dépenses, il y a des bureaux, il y a des activités, etc. Et aussi, eh bien, vos besoins en financement pour les 3 à 5 prochaines années. Donc, c'était la question d'Alphonsine Magilem. Salut à tout le monde, de Sani Maham. J'aimerais demander aux panélistes si on te demande de rédiger un projet, est-ce que cela veut dire directement le plan d'affaires ou si oui, il faut insérer le business model Canva dedans. Le business model Canva, c'est ce qui vous permet de rédiger le plan d'affaires. Euh, voilà, toutes les questions qui ne concernent pas le business model. Alors, Oumar Dahan pose la question, quelle est la différence entre le business model Canva et ces deux business? Le business model Canva est un document que vous allez recevoir qui vous permet de répondre à différentes questions concernant votre entreprise, notamment solutions, problématiques, la façon dont vous gagnez de l'argent, votre stratégie, vos partenaires, votre structure de coût. Et le business model tout court, modèle de revenu, comment vous gagnez de l'argent. Et le business plan est un document qui présente votre entreprise et qui aura pour base le business model Canva. Voilà. Alors, je réponds à la dernière question qui est très importante de Wisling Katija Swamanjafi. Bonjour, est-ce que le business model est assimilable à l'étude financière? Pas du tout. Donc, le business model Canva, c'est comme j'ai dit, ce tableau qui vous permet de répondre à différentes questions. En revanche, une étude financière, c'est quelque chose de complètement différent. Vous allez établir vos coûts, vos dépenses et vos rentrées d'argent prévisionnelles ou actuelles. Très bien, je vous remercie pour vos questions. Continuez à écrire dans questions-réponses et puis on va passer à la suite de la formation, à savoir identifier les besoins en capitaux. Alors, les capitaux propres. On va répondre à la grande question, comment je finance mon activité et on va parler de différents types de financement. On va commencer par le premier qui est d'ailleurs, je ne vous le cache pas, mon préféré. Le bootstrapping. Avez-vous déjà entendu parler du bootstrapping? Peut-être que oui, peut-être que non, ou peut-être que vous l'avez déjà pratiqué ou vu des gens le pratiquer, mais vous ne saviez pas que c'était du bootstrapping. Le bootstrapping, c'est l'art de faire avec les moyens du bord. C'est-à-dire, c'est l'art de se dire, j'ai une idée de projet, euh, ce projet coûte peut-être 100 millions de francs CFA pour le réaliser. Je n'ai pas 100 millions de francs CFA, alors je vais faire avec les moyens du bord. Si j'ai 5 000 francs CFA, donc ça veut dire que je vais faire avec mes 5 000 francs CFA. Si je n'ai pas toutes les ressources humaines nécessaires pour mettre en œuvre ce projet, je vais faire avec les ressources présentes ou je vais essayer de chercher des ressources humaines dans la capacité de mes moyens. Donc, en fait, le bootstrapping, c'est pouvoir commencer quelque chose petit à petit et souvent réinvestir le résultat de ce que vous avez commencé pour pouvoir continuer. Je prends un exemple. Enfin, j'ai toujours fonctionné en bootstrapping, par exemple. Pour ma toute première startup, justement, de mise en relation entre startup et investisseurs en Afrique francophone, il fallait énormément de fonds pour créer la plateforme avec l'IA. Donc, pour la première chose que j'ai faite, c'est chercher quelqu'un qui était dans la tech, mais évidemment, je n'avais pas les fonds pour embaucher quelqu'un qui était dans la tech, en ingénieur. Et donc, tout simplement, j'ai cherché un ingénieur, mais je lui ai demandé d'être mon associé. Donc, ça veut dire que j'avais une personne qui allait devenir cofondateur de mon entreprise et que je n'avais pas, dès le début, à avoir une charge salariale avec de l'argent que je n'avais pas de toutes les façons pour m'accompagner dans ce projet. Donc, j'avais enfin ma personne tech. Donc, avec cette personne tech, on n'avait pas toutes les ressources, ni en termes de temps, ni en termes d'argent, pour commencer à faire la plateforme comme je la voulais dans ma tête parfaite. Et donc, du coup, on a commencé à faire une landing page, un site internet, expliquer, parler sur LinkedIn, parler sur Instagram, expliquer un peu comment allait commencer la plateforme, comment elle allait fonctionner, et faire en fait des petits tests via des moyens simples pour pouvoir avoir du résultat et quantifier le besoin et savoir en fait
combien de personnes seraient prêtes à payer pour notre plateforme, quelle était la possibilité de notre plateforme et surtout commencer à avoir de la data. Et petit à petit, on a eu nos premiers clients qui n'utilisaient pas la plateforme, mais qui étaient des clients plutôt sur la partie conseil, qui voulaient déjà lever des fonds. Et donc, je faisais tout manuellement, j'allais chercher tout sur Internet, je les mettais en relation avec les startups, etc. Donc, c'est-à-dire que je faisais le travail que ma plateforme avait prévu de faire moi-même pour voir en fait quels étaient les inconvénients et finalement quel était le processus que ma plateforme allait utiliser. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers fonds. Donc, l'entreprise s'est vite autofinancée pour finalement réinvestir les fonds dans la société. Et on a pu payer ensuite une équipe de développeurs tout entière externe pour pouvoir nous financer notre algorithme via l'intelligence artificielle comme je l'avais prévu. Donc, c'est un exemple de bootstrapping. Donc, le bootstrapping, c'est une méthode qui est sans risque. Vous ne devez de l'argent à personne. Vous êtes assez libre de prendre votre temps, de pouvoir réajuster, de pouvoir changer les choses. En revanche, c'est vrai que le bootstrapping, les choses vont un peu plus lentement puisque vous êtes vraiment dans de la croissance et puis petit à petit, vous réinvestissez les fonds, mais vous n'allez pas faire de la croissance exponentielle comme vous pouvez le faire sur une levée de fonds. D'ailleurs, on va commencer à parler de levée de fonds. L'un des autres moyens pour pouvoir lever des fonds, financer son entreprise, c'est ce qu'on appelle les business angels. Donc, les business angels ou des investisseurs providentiels en français, ce sont des personnes qui ont de l'épargne. Je ne veux pas dire, j'ai écrit individu fortuné sur ma slide, mais on va dire des personnes qui ont de l'épargne assez conséquente et qui aimeraient bien consacrer une partie de leur épargne à de l'investissement et pourquoi pas sur des startups ou des entreprises innovantes. Donc, la levée de fonds avec des business angels, comment elle se fait? Elle est un peu différente, c'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes dont ce n'est pas le métier d'investir. Vous allez leur présenter votre idée via un business plan ou un pitch deck. Et puis, ces personnes vont vous proposer de prendre des parts de votre entreprise. Alors, souvent, les business angels sont beaucoup moins gourmands que les fonds d'investissement dont c'est le métier en termes de retour sur investissement et vont rentrer dans votre capital et vont espérer avoir un retour sur investissement dans les prochaines années. Donc, le business angel, sa différence avec le fonds d'investissement qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'il rentre dans votre capital, prend des parts de votre entreprise. En revanche, souvent, il ne va pas vous apporter cette même pression que le fonds d'investissement sur la rentabilité ou sur le moment où il va devoir retrouver la totalité de la somme qu'il a investie. Ensuite, on a les capital risques, venture capital, les fonds d'investissement. Ce sont des sociétés qui investissent dans des entreprises à fort potentiel de croissance. Donc, quand vous voulez chercher un fonds d'investissement, il faut savoir aussi que les fonds d'investissement, contrairement aux business angels, ils vont avoir ce qu'on appelle une thèse d'investissement. Thèse, donc These, d'investissement. Qu'est-ce qu'une thèse d'investissement? La thèse d'investissement, c'est les critères, tout simplement. Excusez-moi. La thèse d'investissement, ce sont les critères que le fonds va prendre en compte pour pouvoir investir dans votre startup. Donc, ça peut être votre situation géographique. Est-ce que votre entreprise est basée en Afrique? Prenons un exemple. Il y a des fonds d'investissement qui n'investissent que dans des entreprises basées en Afrique et essentiellement en Afrique de l'Ouest francophone. Donc, est-ce que votre entreprise est basée au Bénin, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire? Je prends un exemple. Il y en a aussi qui ont des critères de genre. Est-ce que l'entreprise est majoritairement dirigée par des personnes de sexe féminin? Parce que pour eux, la thématique genre est importante dans leur thèse d'investissement. Il y a des fonds d'investissement qui vont aussi regarder, est-ce que vous faites déjà du chiffre d'affaires? Quel est le minimum de chiffre d'affaires que eux attendent? Et ils vont aussi regarder votre marché. C'est-à-dire que, admettons que vous soyez une entreprise congolaise,
Mais vous pouvez être au Congo et votre marché est complètement différent. Vous pouvez être au Congo et vous faites de l'élevage de bétail, mais vous vendez tous vos produits en Europe. Donc, vous pouvez avoir des fonds dont ils veulent que le marché de l'entreprise, donc les clients essentiels de l'entreprise, se trouvent aussi en Afrique ou soit hors de l'Afrique, par exemple. Aussi, vous pouvez aussi avoir des fonds qu'on appelle des fonds d'investissement à impact qui vont regarder si votre entreprise est une entreprise qui fait de l'impact. Est-ce que vous créez plus d'emplois? Est-ce que grâce à vous, il y a un impact sur la planète? Est-ce que votre entreprise est durable? Donc voilà, donc ce sont différents critères qui peuvent apparaître chez les fonds d'investissement. D'ailleurs, si demain vous lancez dans une levée de fonds, c'est important pour vous de pouvoir bien analyser les critères des fonds d'investissement. Souvent, c'est écrit sur leur site internet, c'est là de façon claire et c'est bien pour vous de vous dire, si vous voyez un fonds d'investissement qui est dans l'agriculture, qui s'intéresse aux entreprises uniquement basées en Chine avec du marché sur le continent africain et dirigé à 50% par des femmes, par exemple, et que vous êtes une entreprise agricole basée au Congo avec une clientèle au Congo, même si vous avez en commun le critère agriculture, sachez que ce fonds ne va pas être intéressé par votre projet parce que chaque fonds a ses critères, donc c'est important vraiment, quand vous allez chercher à lever des fonds, à regarder les critères que les fonds ont pour savoir s'ils matchent avec vous. Et aussi, ça vous fait gagner du temps parce que beaucoup d'entrepreneurs se perdent au moment de la levée de fonds. Ils lèvent des fonds, ils lèvent des fonds, ils font des pitch decks, ils rencontrent plein de personnes, ils expliquent leur entreprise plusieurs fois, leur valorisation plusieurs fois, mais durant ce temps-là, ben, en fait, ils n'ont pas le temps de continuer à développer leurs produits. Et il faut que le produit continue à se développer pour avoir justement des fonds qui vont permettre de la croissance de l'entreprise. Ensuite, autre moyen de financement, le crowdfunding. Donc le crowdfunding, je pense on l'a évoqué à la première session parce que quelqu'un justement demandait est-ce que c'était pertinent de créer une plateforme de crowdfunding en RDC. Et donc le crowdfunding, il s'agit de lever des fonds auprès d'un grand nombre de personnes via des plateformes en ligne. Donc il existe des plateformes en ligne que je dirais essentiellement que je connais en Europe. Donc aujourd'hui, vous avez GoFundMe, vous avez Fiatop Invest, vous avez aussi les cagnottes classiques comme Litchi et vous avez aussi des plateformes qui sont dédiées à des secteurs. Je connais notamment des plateformes comme Kickstarter, si je ne me trompe pas, où vous allez avoir essentiellement des projets artistiques ou des projets liés au sport. Donc, ce sont des plateformes où vous allez présenter votre projet, présenter votre équipe, présenter la problématique, la solution, votre stratégie. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller dans tous les détails, mais présenter les grandes lignes de votre projet. Et vous allez proposer aux gens qui vous financent en échange d'avoir des dons en nature. Donc, par exemple, dernièrement, j'ai assisté à une campagne de crowdfunding d'une marque camerounaise. Elle n'était pas passée sur une plateforme de crowdfunding, elle l'avait fait sur son propre site internet qui lançait sa nouvelle collection de paires de chaussures à talons. Et pour ce faire, elle avait fait une campagne de crowdfunding. Et donc, en fait, en fonction du montant qu'on donnait, on pouvait avoir un merci, on pouvait avoir un petit sac ou un petit t-shirt de ses anciennes collections. Ou alors, si le montant qu'on donnait était équivalent au montant de la paire de chaussures qu'elle va commercialiser plus tard, on avait une paire de chaussures offerte ou alors deux, trois paires de chaussures offertes en fonction du montant qu'on mettait, plus le montant était élevé. Donc, le crowdfunding est assez répandu. C'est vrai que ça fonctionne plus pour tout ce qui est produit que service, mais c'est aussi possible dans le service et vous pouvez proposer en échange le service que vous allez commercialiser sur les plateformes de crowdfunding. Et aussi, je précise la différence avec le crowdfunding par rapport au business angel ou au fonds d'investissement, c'est que dans le crowdfunding, les personnes qui vont vous donner de l'argent, c'est vraiment un don. Ça veut dire qu'elles ne prennent pas de part dans votre entreprise. Votre capital reste le même. Ensuite, dans les autres sources de financement, vous avez les prêts bancaires,
Donc, il s'agit de faire des prêts auprès des banques. C'est à ce moment-là que le business plan, notamment, est nécessaire. Vous avez aussi les lignes de crédit qui vous donnent accès à des fonds supplémentaires en cas de besoin. Et vous avez tout ce qui est subventions et aides gouvernementales. Donc, les subventions, souvent, ce sont des appels à candidature. Donc, vous devez aussi regarder si votre entreprise reprend les critères. Donc, les subventions sont souvent données soit par les gouvernements, soit par les ONG, soit par les organisations internationales, soit les associations, soit aussi des fois les localités comme les mairies, les conseils départementaux, régionaux qui peuvent mettre en place des subventions. Ça peut être des subventions d'argent, donc c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent pour pouvoir pour pouvoir développer votre projet, mais ça peut être aussi des subventions techniques. Ça peut être, par exemple, dans ma collectivité, récemment, il y a eu des subventions pour permettre aux chefs d'entreprise qui avaient besoin de digitaliser leurs services d'obtenir 50 000 euros pour pouvoir faire appel à quelqu'un pour faire leur site internet, à quelqu'un pour faire leur communication, pour pouvoir avoir plus de visibilité sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, il peut avoir aussi des subventions techniques. Il y a aussi des aides gouvernementales qui sont des fois allouées de base aux entrepreneurs. Ça existe notamment sur le continent africain pour les pays qui ont adopté les Startup Act. Alors malheureusement, il y en a qui l'ont adopté, mais tout le monde ne le pratique pas. C'est le cas, la Tunisie, par exemple, a le Startup Act et l'applique. Le Sénégal a le Startup Act, mais il n'est pas encore actif. Donc voilà, il faut aussi pouvoir regarder quelle est la politique de votre pays en termes d'aide aux entrepreneurs. Des fois aussi, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être des aides d'État qui vous permettent de ne pas payer d'impôts ou de frais fiscaux sur les 3 premières années de la création de votre entreprise. Aussi, dans les autres sources de financement, je parle des incubateurs et accélérateurs, qui sont des programmes qui offrent du financement, du mentorat et des ressources. Donc là, vous pouvez avoir du mentorat, donc notamment des accompagnateurs qui vous aident à faire votre business plan, à développer votre entreprise, qui vous accompagnent sur la partie juridique, sur l'expertise comptable, qui vous apportent aussi des ressources clés sur des domaines d'expertise technique. Et là, ce n'est pas de l'argent, mais c'est tout comme, puisque si vous deviez le faire vous-même, vous devriez payer de votre poche pour pouvoir avoir accès à ces experts et conseillers qui vous permettraient de solidifier votre entreprise. Et aussi, vous avez des incubateurs, des accélérateurs qui financent des projets. Par exemple, je sais qu'ici, au Sénégal, il y a un programme de l'ambassade du Pays-Bas qui s'appelle Orange Corner, qui accompagne des entrepreneurs et il y a un montant délivré pour ces entrepreneurs. Aussi, pour ceux qui sont sur le continent, il y a beaucoup en ce moment de partenariats entre Mastercard Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation et différents organismes des pays en local qui justement financent des projets entrepreneuriaux. Alors des fois, ces organismes ont aussi leur attente. Ça peut être par exemple Mastercard, ils ont une politique massive sur toutes les entreprises qui font de l'éducation et de la tech. Bill et Melinda Gates, leur priorité, c'est la santé. Donc, toutes les startups qui sont dans la santé et dans la tech, eh bien, ils vont pouvoir investir. Voilà, c'était différents exemples de financement. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a aussi le Love Money que j'ai pas décrit, mais le Love Money, c'est tout simplement quand vous êtes au début d'un projet et que vous faites une demande d'argent à vos proches et qu'ils vous financent votre projet sans forcément attendre de part de votre entreprise. Alors, comment trouver des investisseurs? Comment rencontrer des investisseurs? Alors, souvent, le réseau personnel et professionnel, donc aller dans des événements où il y a des entrepreneurs, des événements où il y a des investisseurs, aller dans des forums économiques, des forums organisés notamment par les ministères, par les antennes qui parlent d'entrepreneuriat de votre pays. Et puis, n'hésitez pas aussi à utiliser LinkedIn. Je ne sais pas si tout le monde a LinkedIn, mais si vous n'avez pas LinkedIn ou si vous avez LinkedIn, mais que vous n'êtes pas actif dessus, je vous conseille vraiment de mettre à jour votre profil, de mettre une jolie photo, de parler de votre CV, de vos études, de ce que vous faites, de vous présenter de façon professionnelle et aussi de pouvoir justement faire des recherches. Quels sont les fonds d'investissement? Quels sont les organismes
publics ou privés qui peuvent financer mon entreprise et de pouvoir les suivre sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, vous aurez des infos sur leurs événements, vous aurez des infos sur leur appel à candidature et puis aussi, vous allez pouvoir voir qui travaille dans ces organismes, rentrer en contact avec eux et faire en sorte que eux puissent être en contact avec vous sur LinkedIn pour suivre vos activités et voir qui vous êtes. Euh, Aussi, n'hésitez pas à aller aux événements de pitch et compétition. Il y a souvent, maintenant sur le continent africain d'ailleurs, beaucoup d'événements de pitch, de différentes compétitions de start-up. Et l'idée, c'est d'y aller, même si ce n'est pas vous qui pitchez, de pouvoir y aller, de voir les projets en cours, de voir les retours que l'on fait à ces projets, les critiques, les bonnes remarques aussi, et de pouvoir y aller parce que souvent, il y a des investisseurs qui y vont pour rechercher les prochaines startups dans lesquelles ils vont investir. Et puis aussi utiliser les plateformes de financement participatif, donc comme le crowdfunding ou comme le crowd equity d'ailleurs. Je viens de me rappeler que je ne vous ai pas parlé du crowd equity qui est l'équivalent du crowdfunding et qui, au contraire hein, du crowdfunding, vous permet de lever des fonds via une plateforme, mais cette fois-ci, vous allez laisser des parts de votre investissement à des particuliers qui auront mis de l'argent dans votre entreprise. Aussi, oui, n'hésitez pas à rechercher les réseaux d'investisseurs en ligne et sur LinkedIn. Par exemple, au Sénégal, il y a le Dakar Network Angel. En France, je prends l'exemple des femmes Business Angel. Il existe plusieurs groupes de Business Angel qui ne sont pas des fonds d'investissement, mais des personnes en particulier qui se sont regroupées pour pouvoir investir dans des entreprises. Comment préparer sa levée de fonds? Alors, établir premièrement les objectifs de la levée de fonds. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous faites une levée de fonds? Est-ce que c'est pour financer votre croissance? Est-ce que c'est pour acheter plus de machines si vous êtes dans le secteur industriel ou de la production? Est-ce que c'est pour recruter plus? Est-ce que c'est pour avoir un bureau? Est-ce que c'est pour voyager plus parce que vous avez prévu de vous étendre à l'international? Est-ce que c'est pour pouvoir acheter plus de matières premières? Est-ce que c'est pour pouvoir louer un laboratoire? À quoi va vous servir votre objectif de levée de fonds? Sur cela, vous allez préparer votre business plan. Donc, dans le business plan, il y a les choses essentielles qu'il y a dans le business model Canva, dont on a parlé lundi, à savoir la problématique, la solution, le type de client, comment vous gagnez de l'argent, c'est-à-dire le modèle de revenu ou le business model en anglais si vous préférez, votre stratégie, vos canaux de diffusion et de distribution et votre structure de coût. Quand vous avez préparé ce business plan ou pitch deck, donc le business plan, souvent, la différence avec le pitch deck, c'est que vous allez pouvoir mettre plus d'éléments financiers. C'est-à-dire que vous allez notamment mettre vos dépenses, vos coûts, votre prévisionnel. Dans le pitch deck, vous n'êtes pas obligé de mettre votre prévisionnel, mais vous pouvez dire, avec nos estimations en termes de clientèle, de produits ou de services vendus, nous estimons que d'ici la fin de l'année, nous pouvons produire X de chiffre d'affaires. Et souvent, quand l'investisseur est plus à même d'aller plus loin, vous pouvez lui ouvrir vos chiffres confidentiels en lui envoyant un business plan beaucoup plus complet avec vos données comptables et prévisions financières. Ensuite, vous pouvez identifier les investisseurs potentiels, donc comme on en a parlé tout à l'heure, vérifier la thèse d'investissement, est-ce qu'elle correspond à votre entreprise, regardez sur les sites internet, regardez si vous trouvez aussi des business angels. Aussi, c'est important de dire que souvent, quand vous allez passer par un business angel, ce sera souvent plus simple quand vous êtes notamment au début et plus rapide de lever des fonds avec un business angel qu'avec un fonds d'investissement. Parce qu'à la différence du fonds d'investissement, le business angel n'est pas professionnel. Le fonds d'investissement, lui, s'il prend la décision d'investir chez vous, déjà ça va être une décision qui va prendre un peu de temps, mais c'est qu'après, il fait une due diligence, c'est-à-dire il va rechercher votre réputation à vous en tant que fondateur. Est-ce que vous êtes une bonne personne? Est-ce qu'il se dit du bien de vous? Est-ce que vous avez un casier judiciaire? Est-ce que vous avez fait déjà du mal à des personnes?
Ils vont vérifier votre entreprise. Est-ce que vous avez des clients? Qu'est-ce que les clients disent de vos produits, de vos services? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Ils vont vérifier vos chiffres. Ils vont vérifier vos relations avec vos banques, avec vos autres investisseurs si vous en avez, avec vos autres associés, avant de pouvoir investir. Et c'est vrai que cette partie-là est un peu plus longue, ce que le fonds d'investissement ne fera pas, le business angel, pardon, ne fera pas. C'est-à-dire qu'il va poser quelques questions, il va aussi vous essayer de savoir vraiment qui vous êtes, mais souvent ça va reposer sur la confiance et il n'a pas les moyens du fonds d'investissement pour mener des grandes recherches. Donc due diligence, c'est des recherches sur l'entreprise pour savoir si vous êtes une bonne entreprise à qui lever des fonds. Ensuite, pitcher la levée de fonds. Donc, quand vous avez trouvé les investisseurs potentiels, apprendre à pitcher régulièrement votre levée de fonds ou alors même quand vous êtes dans la recherche, c'est-à-dire faire ce fameux pitch elevator dont j'ai parlé qui tient notamment en 3 minutes pour dire notamment: bonjour, mon produit est tel, il s'adresse à telle personne, je gagne de l'argent de telle façon et aujourd'hui, pour pouvoir financer notre croissance, nous levons X euros, CFA ou autre d'argent. Donc, le pitch, c'est pouvoir résumer en quelques mots quelle est votre entreprise, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, pourquoi ça vous anime et pourquoi vous levez des fonds. Ensuite, ce qu'il faut faire une fois que vous avez levé des fonds, rencontré des fonds d'investissement, notamment avec les fonds d'investissement, ça se fait, c'est négocier ce qu'on appelle une lettre d'intention avec les banques. C'est une note de la banque qui précise qu'ils vont faire un prêt. Les lettres d'intention sont souvent importantes quand vous êtes en relation avec des partenaires, quand vous voulez faire des gros achats ou quand vous voulez lever des fonds avec d'autres fonds en même temps, leur dire, bon ben regardez, on est déjà dans une première phase et on a déjà garanti tel montant de financement pour la société dans les prochains mois parce que nous avons une lettre d'intention du fonds. Donc, le moment où un fonds va regarder votre dossier, va l'apprécier, il peut vous faire une lettre d'intention d'investissement et après la lettre d'intention d'investissement, c'est là que commencent justement tous les échanges avec vous pour justement faire les recherches et être sûr qu'ils vont pouvoir investir. Et puis, finalement pouvoir conclure la levée de fonds. Enfin, comment se passe la gestion après la levée de fonds? Si vous faites une levée de fonds avec des investisseurs ou des business angels, c'est souvent la même chose. Il faut pouvoir exécuter votre plan d'affaires ou votre pitch deck. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous avez dit que vous allez faire dans votre pitch deck ou dans le plan d'affaires, que ce soit en termes de stratégie, que ce soit en termes de recrutement, que tous les postes de dépenses que vous avez listés dans le plan d'affaires, dans votre besoin en financement, que vous puissiez leur montrer que c'est exactement pour cela que vous avez dépensé l'argent que eux ont investi dans votre entreprise. D'ailleurs, je vous conseille de communiquer régulièrement avec les investisseurs, que ce soit par mail, ça peut être 2 fois par an, ça peut être tous les 3 mois pour leur donner des infos sur l'entreprise. Sinon, vous pouvez avoir des investisseurs qui vous écrivent tous les mois parce qu'ils peuvent être un peu inquiets de comment se déroule leur investissement. Alors souvent, cet exemple se passe lorsqu'on est avec des business angels parce que les fonds d'investissement, en général, ils vont vous mettre une personne qui va être à vos boards, qui va être à vos réunions. Ils vont vous fixer eux-mêmes des points réguliers pour avoir un contrôle de comment votre société avance. Alors, c'est un point important. Enfin, pour ceux qui auront des levées de fonds à faire, il faut souvent savoir que les fonds d'investissement sont des fonds de fonds. Donc, c'est-à-dire que eux, ils gèrent de l'argent qu'ils investissent chez vous, mais eux-mêmes ont reçu de l'argent de fonds. Ça peut être de l'argent étatique, ça peut être de l'argent de familles fortunées, ça peut être de l'argent d'appel à candidature. Et donc, toutes ces personnes qui donnent de l'argent à des fonds eux-mêmes ont des exigences de retour sur investissement. Et donc, souvent, quand un fonds va venir chez vous, qui va vous dire: j'investis tant chez toi, il va vous dire souvent: je vais retirer mes sous dans 5 ans et dans 5 ans, je veux avoir fait fois 10 de la somme que j'ai investie chez toi. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention plus aux fonds d'investissement qu'aux business angels parce que les critères sont précis, parce que eux-mêmes ont de la pression de la part des personnes auprès de qui, enfin des personnes, des entreprises, des organisations souvent,
auprès de qui ils ont levé des fonds. Et donc, souvent, ces personnes vous n'aurez pas trop besoin de communiquer parce qu'ils vont vous exiger la communication de base et souvent vont siéger au board, donc au conseil d'administration de vos entreprises. Euh, Aussi, n'hésitez pas à évaluer et ajuster votre stratégie, c'est-à-dire qu'en fonction de l'argent que vous allez pouvoir récolter, s'assurer que les dépenses que vous faites soient en accord et ont des réels résultats. Si vous avez levé des fonds, par exemple, pour recruter plus, mais que vous avez recruté 5 commerciaux de plus, je prends un exemple, et que finalement, ben, vous êtes à plusieurs ruptures conventionnelles de contrat, que finalement, ça ne se passe pas bien, que vous avez passé plus de temps à gérer de l'humain que de faire avancer la boîte, qu'avoir des solutions, eh bien, n'hésitez pas à ajuster, à se dire, bon, peut-être qu'il faut moins d'argent pour recruter, mais peut-être plus d'argent pour automatiser les process ou pour faire de la formation, de monter en compétences des meilleurs employés que j'ai déjà, par exemple. Aussi, continuez à explorer les opportunités de réseautage, même si vous avez levé des fonds, puisque souvent, si vous êtes une entreprise avec une bonne croissance, dans quelques années, vous allez refaire une levée de fonds, sauf si vous avez réussi à commencer à faire du bénéfice. C'est le cas de beaucoup de startups d'ailleurs. Refaire une levée de fonds, puisque cette levée de fonds va vous permettre de continuer la croissance de votre entreprise. Parce que s'il existe différents types de fonds d'investissement. Il existe des fonds d'investissement qui vont venir au début, ce qu'on appelle des early stage, donc des fonds d'investissement qui arrivent au tout début, et vous allez avoir des fonds d'investissement qui n'interviennent que sur de la croissance et d'autres que sur de l'expansion et du développement. Et en fonction de ça, les fonds d'investissement ont des tickets minimum et maximum d'investissement qu'ils mettront dans votre entreprise. Bien sûr, quand je parle de tout cela, je parle essentiellement d'entreprises, de sociétés même, et je ne parle pas de tout ce qui est association ONG, puisque les associations ONG, souvent, on ne lève pas de fonds avec des fonds d'investissement, mais plutôt avec des personnes, des fondations, des organisations, des subventions. Il y a la due deal, mais les choses sont complètement différentes puisqu'il n'y a pas d'attente de retour sur investissement de la part des personnes avec qui les associations et les ONG deal. Mais c'est plutôt vraiment pour ceux qui sont entrepreneurs et qui prévoient d'avoir des sociétés à forte croissance. Et puis, le dernier point, préparez-vous à de futures levées de fonds. C'est-à-dire, ben, étant donné que vous êtes toujours en train d'explorer les opportunités de réseautage, il faut que vous soyez en capacité d'avoir réajusté votre business plan, réajusté votre stratégie de croissance, savoir quels sont les prochains objectifs de la boîte. Si vous levez des fonds, c'est pour financer quoi cette fois-ci? Est-ce que c'est la même chose que la première fois? Est-ce que c'est pour améliorer? Est-ce que c'est pour quelque chose de totalement nouveau? Est-ce que c'est pour aller à l'international? Et donc, vous commencez à préparer petit à petit le plan de la prochaine levée de fonds si nécessaire. Eh bien voilà, je vous ai donné l'essentiel de tout ce qu'il fallait sur les outils pour lever des fonds, les outils de financement, comment se passait une levée de fonds, comment définir son business model. Et puis, eh bien comme hier, on va avoir assez de temps, on a 29 minutes devant nous, même 30, pour pouvoir répondre aux questions. Et donc, je vais regarder dans la partie questions et réponses vos différentes questions dès à présent. Est-ce que Christelle et Thomas, c'est bon pour vous? Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ou est-ce que tout est OK? Ou Oui, Catherine et... c'était Pardon, parfait. Merci. très bien. Je bois un peu d'eau, je m'excuse. Alors, est-ce qu'il y a des choses que j'ai déjà... des questions que j'ai déjà vues? Alors, je commence par la première question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, je crois. C'est la question de Jessica Ingotiana. Bon, je viens de monter mon projet social afin de redynamiser l'éducation environnementale et promouvoir l'économie circulaire. Je n'arrive pas vraiment à cerner mon business model d'affaires. Certes, il s'agit d'un programme environnemental, mais j'aimerais que ce soit une activité à but lucratif.
Merci Jessica. Pour la question, c'est vrai que c'est important des fois de se dire est-ce que je dois être plus une association ou une entreprise, des fois même pour que ce soit lucratif pour soi. Donc, pour faire un projet social, de redynamiser l'éducation environnementale et promouvoir l'économie circulaire, peut-être que ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce qu'il y a des objectifs, par exemple, avec des institutions, des écoles, le ministère de l'Éducation de votre pays, et puis voir s'il y a des besoins, des marchés que vous pourriez prendre. Et donc, ces marchés, bien sûr, seraient pourvoyeurs d'argent pour que vous puissiez développer votre projet. Sinon, vous pouvez aussi faire le côté à but non lucratif et vous êtes consultante pour cette association ou pour cette ONG et vous pouvez facturer vos consultances aux organisations qui ont besoin de l'association pour implémenter des projets. Donc le business model d'affaires peut être probablement plus en B2B, donc avec des entreprises qui ont besoin de faire cela ou notamment avec des institutions. C'est vrai que quand je lis ça, j'ai peut-être pas assez d'informations. Je me dis que le travail avec les institutions sera peut-être le plus simple. Euh, alors, Alphonsine Magilem, j'avais déjà répondu à la question, donc c'est bon. Robert Claoué, j'espère que je le dis bien. Quelle fonctionnalité spécifique devrait être prioritaire dans une application de santé numérique pour répondre aux besoins de zones rurales? Waouh! C'est une question très spécifique qui, selon moi, devrait être adressée à une personne qui est dans le monde des startups et de la tech et qui a déjà fait une application de santé numérique. Ce n'est pas mon cas, donc je ne pourrais pas répondre à votre question. Alors, Ouya Malato, le business model Canva euh, s'applique-t-il à toutes les formes d'entreprise? Oui, le business model Canva s'applique à toutes les formes d'entreprise, que vous soyez un entrepreneur, une micro-entreprise, une société à responsabilité limitée, une société par action simplifiée, une, euh, une SARL, donc oui, j'ai déjà dit société à responsabilité limitée ou une société anonyme. Donc, peu importe que vous soyez une petite, une grande entreprise, une moyenne entreprise, le business model Canva s'applique à tous du moment où vous avez une idée, un projet, vous pouvez utiliser le business model Canva pour pouvoir structurer cette idée. Alors, toujours Robert Claoué. Quel business model adopter pour la santé? Eh bien, ça dépend, il faut être plus précis. Si c'est une application, à qui s'adresse cette application? Est-ce qu'elle s'adresse aux professionnels de santé, qui sont donc des entreprises? Est-ce que c'est pour les médecins, les pharmacies, les hôpitaux? Est-ce que c'est pour les patients? Donc, en fonction de ça, ça peut être soit un abonnement, s'il s'agit de pouvoir consulter ces informations de santé, avoir accès à différents médecin, ça peut être un abonnement soit pour le particulier, soit pour les médecins, si c'est une plateforme de prise de rendez-vous. En fait, ça dépend de qui est votre cible. Donc, comme j'ai dit, il faut regarder ce que j'ai dit au tout début. Vous allez bien sûr recevoir les, la présentation, mais que comptez-vous vendre? Pourquoi? À qui? Avec quels moyens ressources? Comment procédez-vous et à quel prix? Et ces questions vont vous permettre de répondre à la question de quel business model adopter pour votre solution dans la santé. Wisline Katija, j'avais déjà répondu à cette question. Alors, Héritier Massambila, salut formatrice, j'aimerais savoir, nous élaborons notre pitch en fonction de notre business model Canva. J'ai répondu tout à l'heure, la réponse est oui. C'est-à-dire que le business model Canva, c'est la structure, le squelette qui vous permet d'écrire votre pitch deck qui va vous donner les éléments pour faire le pitch elevator que vous allez faire notamment à l'oral. Diego Mbaiga, entre le business model et le business plan, lequel qui peut fonctionner pour une entreprise sociale? Le business plan et le business model sont deux choses différentes. Le business model, modèle de revenu, comment je gagne de l'argent.
le business plan, document qui présente votre entreprise. Donc, dans tous les cas, si vous faites une entreprise sociale, vous avez besoin des deux. Vous avez besoin de savoir comment votre entreprise sociale va gagner de l'argent et vous avez besoin d'un business plan pour pouvoir présenter votre entreprise sociale à des partenaires, à des prospects, à votre clientèle, mais aussi à des futurs financeurs. Spectateur anonyme, bonjour, comment allez-vous? S'il vous plaît, à la fin de cette formation, l'OIF aidera-t-elle les participants à trouver le financement de leur entreprise? Alors, je laisserai l'OIF répondre, mais comme j'ai dit, il y a différents programmes de l'OIF que vous pouvez retrouver sur le site de l'OIF où notamment il y a des appels à candidature et des fois du financement ou de l'accompagnement à la clé. Est-ce que Catherine ou Thomas, vous voulez répondre à la question ou c'est bon? Je continue. Oui, excuse-moi, Amandine. Oui, on pourra faire un petit retour à la toute fin. Tu peux continuer. Très bien, je continue. Alors, question de Jim Cham. Mais avant levée, est-ce qu'on peut demander des subventions aux ONG ou institutions étatiques? Si oui, comment? Oui, bien sûr que vous pouvez demander des subventions aux ONG ou institutions étatiques. Les subventions, souvent, c'est ouvert au public, c'est-à-dire que l'institution ou l'organisation avec laquelle vous voulez avoir des subventions va avoir sur son site internet ou dans ses administrations des informations et comment? Bah, souvent, c'est par le montage d'un dossier, souvent qui comporte votre business plan, vos objectifs, l'impact de votre projet et vous pouvez avoir des subventions comme ça. Donc bien sûr, chaque demande de subvention est différente et les critères, à remplir sont propres, aux administrations qui vous offrent les subventions. Alors, je passe à la question de Lawan Fatimatou. Heu, je voulais savoir, est-ce que c'est possible de chercher des investissements dans une entreprise en réseau? Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Des investissements dans une entreprise en réseau, je ne sais pas, mais les investissements, comme je l'ai dit, se cherchent auprès, soit dans les subventions, donc là, c'est pas de l'investissement direct, soit auprès de fonds d'investissement ou de business angels. John Milton Volmar. Le love money peut-il être considéré comme une source de financement? Tout à fait. Le love money est une source de financement. C'est souvent la source première qu'on demande à nos proches d'investir dans notre boîte et ils nous donnent souvent l'argent gratuitement ou des fois ils peuvent demander des petites parts minoritaires et cela nous permet de compenser. Donc c'est le love money, c'est l'argent de personnes qui ont confiance en nous, qui croient en nous et qui veulent nous aider à démarrer. Merci. Raphaël Bouira. Quelle devrait être la marge d'erreur acceptable entre le fonds d'investissement et le fonds de roulement d'une entreprise? Alors, c'est deux choses complètement différentes. Le fonds d'investissement, c'est un organisme professionnel avec des professionnels de l'investissement qui ont des fonds et sont dotés pour investir dans votre entreprise. Donc, injecter du capital, de l'argent dans votre entreprise en échange de parts de votre société. Le fonds de roulement de votre entreprise, c'est quelque chose de complètement différent. C'est votre capacité à garder de l'argent sur vos comptes bancaires ou les comptes de votre entreprise pour pouvoir réinjecter. Donc, le fonds de roulement d'une entreprise, c'est ce qui permet de pouvoir racheter la marchandise, faire des petits investissements. Ça n'a rien à voir avec le fonds d'investissement. Donc, la marge d'erreur, je ne sais pas comment vous répondre parce que ce sont deux choses complètement différentes qui n'ont rien à voir l'une et l'autre. Alors, question de Kossi et Demzozo. Conseillez-vous à une jeune entreprise de commencer ses activités par des prêts bancaires? Non, je ne conseille pas à une jeune entreprise de commencer ses activités par des prêts bancaires parce que vous ne savez pas
comment votre entreprise va fonctionner, vous ne savez pas si vous aurez des clients, mais en revanche, vous aurez une dette considérable et souvent, je ne sais pas si vous êtes aussi sur le continent africain, mais si vous l'êtes, je sais que les prêts bancaires, sur le continent africain sont à des taux, très élevés. Donc cela ne vaut absolument pas le coup. Ce que je conseille à une toute jeune entreprise, c'est soit de trouver des subventions, soit de faire du bootstrapping, c'est-à-dire de commencer à fonctionner et puis le chiffre d'affaires que l'entreprise génère, elle récupère, elle réinvestit dedans et petit à petit, elle se développe. Taden Tamb Goy, quels sont les critères pour qu'une entreprise décroche des subventions? Comme je l'ai dit plus haut, les critères pour décrocher une subvention dépendent de l'organisme auprès duquel vous allez devoir chercher des subventions. Alors, Aluneda Innocent, quels sont les critères les plus évalués par les bailleurs de fonds et investisseurs? Quelles sont les erreurs fréquentes à éviter lors de la recherche de financement? Alors, les critères les plus souvent évalués par les bailleurs de fonds et investisseurs, comme j'ai dit, que ce soit un bailleur de fonds, que ce soit un investisseur, ils ont des critères d'investissement. Donc, chaque fonds ou chaque bailleur a des critères d'investissement différents. Donc, ça peut être un critère d'impact, ça peut être un critère de chiffre d'affaires, ça peut être un critère de la localisation de votre entreprise, un critère de marché, un critère de produit. Donc, comme j'ai dit, vous devez connaître les thèses d'investissement de vos financeurs, les critères de vos financeurs, et eux, ils vont pouvoir statuer. Mais souvent, en tout cas, chez les fonds d'investissement, il est important, peu importe leur thèse, que vous ayez commencé à avoir de l'attraction, donc des retours clients et un minimum de chiffre d'affaires. Maintenant, le chiffre d'affaires précis, je ne pourrais pas vous le dire puisque chaque fonds a son taux d'exigence minimum quant au chiffre d'affaires des entreprises. Les erreurs les plus fréquentes à éviter lors de la recherche de financement sont souvent le fait de vouloir lever des fonds au moment où vous avez besoin d'argent. On ne commence pas à lever des fonds, à aller rencontrer des investisseurs au moment où on a besoin d'argent. On pense d'abord la stratégie de son entreprise et on se dit, ben, j'ai besoin de temps, donc je vais commencer petit à petit, mais je prépare déjà ma stratégie de levée de fonds. Et puis, c'est aussi penser que tout repose sur uniquement le business et ses indicateurs clés de succès, mais c'est aussi savoir que le fondateur, la personne qui porte le projet, est très importante pour le fonds parce qu'ils investissent dans une personne. Donc votre attitude est vraiment importante vis-à-vis des fonds d'investissement et donc c'est vraiment important pour les fondateurs d'avoir une attitude humble et d'être à l'écoute des fonds d'investissement, des bailleurs, lorsqu'il s'agit de lever de fonds. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Alors, Monsieur Duronel Joseph. Alors, vous me demandez le nom de l'outil que j'ai utilisé hier pour générer un plan d'entreprise. L'outil que j'ai utilisé hier via l'intelligence artificielle s'appelle gamma.io. G-A-2-M-A.io. Alors, Monsieur Stevens Bernabé, bonjour, je vous suis depuis ici. Quelle différence y a-t-il entre le business model Canva et le plan d'affaires? Je pense que j'ai déjà répondu, donc je ne vais plus répondre à cette question. Est-ce que tous les deux sont obligatoires pour la recherche de financement? Non, seul le plan d'affaires est obligatoire pour la recherche de financement. Monsieur Idriss Kalatouma Mundele Lumbu, quelles sont les principales sources de financement disponibles pour les porteurs de projets? Je l'ai dit durant la présentation. Comment préparer un dossier de demande de financement convaincant? Alors ça, c'est vraiment, si vous suivez tout ce que j'ai donné sur le business model Canva. Quelles sont les erreurs courantes à éviter lors de la recherche de financement? Je viens d'y répondre. Comment attirer l'attention des investisseurs? Et répondre à leurs attentes, eh bien, attirer l'attention des investisseurs, c'est surtout pouvoir, faire un pitch deck qui est attrayant, aussi bien sur le fond que sur la forme et avoir un produit qui, montre un véritable intérêt de la part du marché, qui a de l'attraction et qui, à minima, fait du chiffre d'affaires.
Quelles sont les alternatives au financement bancaire? Je les ai toutes, énumérées comme vous les avez énumérées. Mouzafiri Hakim, lors de l'élaboration d'un business plan, faut-il également prévoir un budget pour les imprévus? Bien sûr. Bien sûr, vous mettez toujours, une marge de tout ce qui pourrait, de tout ce qui pourrait arriver en termes de dépenses, imprévisionnelles dans votre business plan. Alors, Brice Matadi, comment se structure un pitch pour la levée de fonds auprès des investisseurs? Alors, dans le pitch pour la levée de fonds, notamment le pitch deck, comme dans le business model Canva, vous allez souvent mettre un, quelle est la problématique que vous avez décernée? 2, quelle est la solution que vous avez repérée? 3, quelle est quelle est votre valeur ajoutée? Ensuite, quel est votre marché? Quel est votre business model? Quelle est votre stratégie? Quelle est la somme que vous levez? Pourquoi vous la levez? Comment elle va se répartir une fois que vous l'aurez levée en termes de dépenses? Et puis une présentation de votre équipe. Ruud Derby Ritchie Somerville. Comment une entreprise en phase de lancement peut renforcer sa notoriété ou sa crédibilité pour obtenir des fonds de financement? Alors, c'est une question très pertinente d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle souvent le personal branding. Moi, je vous conseille de faire un calendrier éditorial de ce que vous voulez diffuser sur les réseaux sociaux, d'aller sur les réseaux sociaux. Je recommande LinkedIn puisque LinkedIn est un réseau, professionnel et sur LinkedIn de pouvoir parler de qui vous êtes, de quelle est votre vision, quelle est votre expertise, pourquoi vous avez créé le projet, mettre en avant le projet, parler, de votre technicité, de la façon dont vous pensez que ce projet aura de l'impact sur la vie des gens et petit à petit, vous allez devenir, comment dire? Si je puis dire, une figure, une personnalité reconnue de votre domaine et vous pourrez justement renforcer votre notoriété, votre crédibilité. Je trouve que LinkedIn est un très bon outil pour ça. Rédiger un projet consiste-t-il à un plan d'affaires? De Sani Maham. Oui, alors le plan d'affaires comporte aussi la partie financière, mais on peut dire que la rédaction du projet aboutit au plan d'affaires. Alors, Justice Ntari, je voudrais savoir comment intéresser mes proches pour le love money, comment rassurer les investisseurs en ce qui concerne la rémunération. Alors, comment intéresser ses proches pour le love money? La première façon d'intéresser ses proches pour le love money, c'est de montrer que vous êtes à fond sur votre projet et que vous avez une vision claire et que vous êtes déterminé à bien le mener. Ce que je conseille à toute personne, que ce soit votre proche ou un inconnu, un projet n'existe pas tant qu'il s'agit d'en parler. Ce que je vous conseille, c'est de le mettre à l'écrit, de mettre des images, de le présenter, de faire quelque chose de beau et de le transmettre à vos proches. Vos proches aussi, que ce soit votre mère, votre père, votre soeur, votre cousin, votre cousine, votre grand-mère, ils ont besoin de se projeter et de voir le travail que vous avez déjà fourni, ne serait-ce que pour leur présenter correctement le projet. Donc, je vous conseille de faire une jolie présentation à l'écrit de votre projet, de vos ambitions. Alors, comment rassurer les investisseurs en ce qui concerne la rémunération? Alors, ça, la rémunération, c'est quelque chose qui va venir petit à petit que vous leverez des fonds. Mais il faut savoir que si vous êtes la directrice de votre, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme, le ou la directrice ou le directeur de votre entreprise, ou le PDG, voilà, le président directeur général, souvent, lorsque vous avez des investisseurs, la rémunération d'un dirigeant est votée par les investisseurs. Et le dirigeant ne choisit pas seul de sa rémunération, donc ils ont un droit de regard sur sa rémunération et de dire non s'ils veulent pas qu'elle soit augmentée ou de proposer des rémunérations. Sani Maham, quelle forme juridique d'entreprise faut-il choisir pour un porteur, d'idées? Alors, ça dépend. Si, ça dépend de votre projet. Si vous êtes au tout début, vous voulez pas prendre trop de risques, vous pouvez juste être auto-entrepreneur, c'est assez simple. Si vous avez des associés, en revanche, c'est souvent la SAS, la société par action simplifiée,
ou la SARL, donc la société à responsabilité limitée. Alors, si vous envisagez de lever des fonds, souvent la société par action simplifiée est la meilleure des options, c'est la plus souple. La SARL, on va dire que c'est un peu plus difficile de lever des fonds, mais ça protège bien les associés. Et si vous êtes seul et que pour l'instant, il n'y a pas besoin d'avoir une société, vous pouvez commencer en auto-entrepreneur. Alors, il y a aussi des formes de sociétés où on est seul. Je conseille notamment ce type de société lorsqu'on veut travailler avec des organisations internationales, et que l'on doit montrer, que l'entreprise a été auditée, les comptes de l'entreprise, ça peut aider. Et aussi souvent lorsqu'on veut faire, des prêts bancaires et autres, c'est mieux même si vous êtes seul, d'avoir une société qui, va séparer votre personne de l'entreprise et de ses futures, dettes et problèmes qu'elle pourrait avoir. Joanne Michel Cougnier, Chinda, que proposez-vous de plus efficace pour lever des fonds d'une association à but non lucratif? Alors, ça dépend de ce que vous faites en termes d'association. Ça peut être, regarder les subventions, qui existent, ça peut être une campagne de crowdfunding, ça peut être une campagne aussi de dons, mais une association ne lève pas des fonds comme avec des fonds d'investissement puisque vous êtes à but non lucratif, donc vous ne pouvez pas créer de plus-value pour un fonds, donc il s'agit de l'argent qui va être gratuit. Donc l'idéal, c'est les subventions, et les dons qui peuvent être faits à votre, association. Gilda Jossou, j'ai monté mon projet sur la multiplication des vers de terre. J'aimerais savoir comment procéder pour livrer mon produit hors de l'Afrique. Alors ça, je pense que c'est un peu hors, hors sujet. Je n'ai pas, d'expertise sur l'export, des produits, notamment des vers de terre, donc je ne pourrais pas répondre, je m'excuse. Gaston Oné-Sekitete, est-ce possible de lister de manière non exhaustive les partenaires qui interviennent en Afrique dans les startups de la tech? Alors, la question est un peu large, les partenaires de quoi? Alors, est-ce que vous parlez de fonds d'investissement? En ce qui concerne les fonds d'investissement, vous avez Partech, vous avez IEP, Investisseurs et Partenaires, et ils ont différentes antennes. Ils ont au Sénégal Teranga Capital, en Côte d'Ivoire Comoé Capital, Miara Cap à Madagascar. Je sais qu'ils viennent ouvrir une antenne au Congo, pardon, au Cameroun, dont je n'ai plus le nom. Vous avez Digital Africa, qui est basé en France, mais qui investit essentiellement aussi dans des startups tech africaines. Donc, je ne sais pas si c'était ça la réponse, parce que les partenaires qui interviennent en Afrique dans les startups, il y a aussi les incubateurs. Il y a beaucoup d'incubateurs et ça dépend aussi des pays et aussi de votre secteur d'activité. Bonjour madame. Alors non, je n'accompagne pas sur, la levée de fonds des boîtes qui sont basées en Guinée-Conakry. Alors, la Touba, quel serait le business plan le plus adéquat pour un projet d'aquaculture? Bah, c'est à vous de savoir, ou une personne qui est plus adaptée sur, tout ce qui est, sujet lié à l'agriculture. Alors il est 26, il reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer de prendre les questions les plus pertinentes. Alors, Jonathan Chonchimbo, par rapport à la levée de fonds, peut-on définir une période de remboursement et le taux d'intérêt? C'est-à-dire, vous investissez par exemple 5 millions dans mon entreprise et après 2 ans d'activité, je vous reverse par exemple 250 000 pendant une période donnée selon l'intérêt. Un investissement dans une entreprise n'est pas un prêt. Vous remboursez des intérêts à une banque ou à une microfinance, mais vous ne remboursez pas d'intérêt à un investisseur. Un investisseur, il va investir chez vous, il va tout faire pour que vous puissiez développer votre entreprise, que vous ayez de la croissance. Il va vous donner le maximum de conseils, il va vous rapporter des clients, des partenaires clés. Il va juste vous dire
au bout de 5 ans, je veux quitter, c'est-à-dire que je veux récupérer l'intégralité de l'investissement que j'ai mis chez toi et je veux, en plus de récupérer l'intégralité de l'investissement que j'ai mis chez toi d'ici 5 ans, je veux que cet investissement soit multiplié par 10. Il y a pas, c'est pas de l'intérêt, c'est de la plus-value. Ça veut dire que vous devez vraiment avoir eu une forte croissance et avoir fait travailler son argent. Donc, il n'y a pas de période de remboursement. Les périodes de remboursement, c'est destiné pour notamment les banques. Et l'investisseur, dès qu'il va investir chez vous, il vous dira combien d'années vous avez pour faire fructifier son argent. Hmm. Alors, il y a ça, c'est une question que j'ai répondu. Ça aussi. Alors, question de Olivier Houssen. Quel indicateur de succès pensez-vous utiliser pour évaluer l'avancement du projet? Eh bien, ça peut être le nombre de clients acquis, le nombre de personnes que vous avez pu avoir sur les réseaux sociaux, le nombre de prospects qui passent, je prends un exemple, sur votre site internet tous les jours, le nombre de partenariats que vous avez réussi à avoir, le nombre de fonds que vous avez levés, le nombre d'employés que vous avez eu. Ça peut être différentes choses qui montrent que votre projet a eu de l'avancement. Voilà, eh bien, je pense que je vais m'arrêter là pour les questions. Beaucoup de questions se ressemblent. Je vérifie. Et puis, bon, eh bien, je pense que je peux m'arrêter là. Super. Merci beaucoup, Amandine. Très intéressant. Je pense qu'on pourrait continuer encore pour des heures, mais effectivement, il va falloir s'arrêter. Mais encore merci pour ta précieuse expertise et expérience. Merci à tous les participants pour ben, votre engagement, vos questions. Et je vous rappelle que les supports de l'atelier seront envoyés par courriel. Le replay de cet atelier sera aussi très bientôt disponible sur YouTube. Et puis, on a vu, il y a plusieurs questions concernant les appels à candidature de l'OIF, que ce soit le fonds pour la francophonie avec elle ou encore les formations de l'IFDD, par exemple. Donc, on vous invite à consulter les sites Internet et les réseaux sociaux de l'OIF parce que il y a beaucoup d'opportunités et chaque appel est différent. Donc, il y a des critères et des sites qui sont spécifiques à chaque appel. Puis je pense que mon collègue Thomas a aussi partagé les liens dans le chat là, pour faciliter vos accès. Et puis, on vous remercie de prendre quelques instants à la toute fin de l'atelier pour remplir le petit questionnaire. Et puis, si vous voulez nous joindre, ben, vous pouvez nous écrire à jeunesse@francophonie.org pour vos questions qui concernent plus l'OIF. Donc, merci à tous. Puis, il nous reste à se souhaiter joyeuses fêtes de fin d'année. Merci Catherine, joyeuses fêtes à tous et puis merci beaucoup pour votre écoute et vos interactions et puis bon courage et vraiment beaucoup de succès pour vos projets. Alors, merci encore. À très bientôt, Merci. j'espère. Bye bye.